j'ai appelé ma femme. Un homme a ri. Nous parlions justement de toi. Ne nous dérange pas. Puis j'ai entendu. Le silence dans le salon était si épais qu'il semblait l'étouffer. Vance était assis, parfaitement immobile, le seul mouvement étant la lente montée et descente de sa poitrine et le faible clignotement rythmé du curseur sur l'écran de son ordinateur portable. Il avait 34 ans, un homme qui avait bâti sa vie sur les fondations solides d'une carrière en logistique d'entreprise et d'un mariage de 7 ans qu'il pensait indestructible. Il n'était pas un héros de film. Il était juste un type qui aimait son café noir, ses feuilles de calcul organisées et sa femme, Evelyne, heureuse. Mais le bonheur, commençait-il à réaliser, était un masque fragile. Evelyne était partie des heures plus tôt pour ce qu'elle appelait une présentation à huis clos pour des investisseurs. Elle avait l'air radieuse, un contraste frappant avec la douleur sourde que Vance portait dans ses entrailles depuis des mois. Elle portait une robe qu'il n'avait jamais vue, une soie bleu marine profonde qui captait la lumière, et ses sourires, devenus de plus en plus rares à la maison, étaient abondants chaque fois que son téléphone vibrait. Vance n'était pas du genre à espionner. Il détestait l'idée d'être ce genre de type. Il avait passé des semaines dans une dépression silencieuse et bouillonnante, se demandant s'il perdait la main, s'il était trop ennuyeux, ou si l'étincelle s'était simplement éteinte à cause de lui. Il regarda le verre d'eau sur la table. Il était intact. À 23h42, la maison semblait trop grande, les ombres dans les coins s'étirant comme des doigts accusateurs. Il voulait juste entendre sa voix. Il voulait qu'elle lui dise que la présentation avait été un succès et qu'elle était en route pour la maison pour tout lui raconter. Il prit son téléphone et composa le numéro. La sonnerie semblait résonner dans la maison vide. 1, 2, 3. À la 4e sonnerie, la ligne s'ouvrit. Evelyne, murmura Vance, sa voix paraissant faible dans la vaste obscurité de la pièce. Il y eut un temps de silence, puis un rire bas et moqueur qui n'appartenait certainement pas à sa femme. C'était la voix d'un homme, suave, arrogante et tranchante, avec une confiance qui glaça le sang de Vance. « Oh, Vance, quelle coïncidence, » dit l'homme. « Nous parlions justement de toi. » Le cœur de Vance martelait contre ses côtes. « Qui est-ce? Où est Evelyne? »« Je suis Nathan, » répondit la voix, dégoulinant de dérision. « Et quant à Evelyne, elle est juste ici. Elle était justement en train de me dire à quel point tu es prévisible. L'appel tardif du genre « je prends juste des nouvelles », pile au bon moment. Écoute, mon pote, ne nous dérange pas. Nous célébrons sa nouvelle vie ce soir. Elle est occupée à t'effacer de son avenir au moment où nous parlons. Rends-toi service, raccroche et va te coucher. En arrière-plan, Vance entendit un son qui brisa le reste de son sang-froid, le rire d'Evelyne. Ce n'était pas le rire doux et chaleureux qu'elle lui offrait quand il partageait une blague. C'était un son froid, déchiqueté, se joignant à Nathan dans sa moquerie de l'homme assis seul dans le noir. Elle a dit, « Ne nous dérange pas, Vance », ajouta Nathan, sa voix un sourire cruel à travers le haut-parleur. Comprends le message. La ligne fut coupée. Vance fixa l'écran sombre de son téléphone. Le monde semblait basculer sur son axe. Il n'était pas un génie. Il n'était pas un détective privé, mais il n'était pas un imbécile non plus. La dépression qui avait obscurci son esprit pendant des mois se cristallisa soudain en une clarté vive et glaciale. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il resta simplement assis là alors que les premières notifications commençaient à arriver. Alerte Amex. Dépense de 1 500 $ au restaurant et salon Penthouse. Vance sentit un haut le cœur nauséeux. Le Penthouse était l'endroit le plus cher de la ville. Elle n'était pas seulement avec lui. Elle utilisait l'argent durement gagné de Vance pour offrir à boire et à manger à son amant. C'était un niveau de manque de respect qui allait au-delà de l'adultère. C'était une insulte calculée. Soudain, son ordinateur portable émit un son. Son compte iCloud, partagé avec Evelyne par souci de transparence au début de leur mariage, synchronisait de nouveaux fichiers. Une photo apparut dans le dossier récent. C'était un selfie d'Evelyne dans le miroir d'un hôtel, rayonnante d'un air de triomphe que Vance n'avait pas vu depuis des années. Autour de son cou se trouvait le pendentif en diamant que Vance lui avait offert pour leur anniversaire. La légende de la photo, destinée à une story privée sur les réseaux sociaux, disait « Enfin, avec un homme qui connaît ma valeur ». Les mains de Vance se mirent à trembler, non pas de peur, mais sous le poids écrasant de la trahison.
Il avait travaillé 60 heures par semaine pour offrir une vie qu'elle disait vouloir. Il avait été celui qui était ennuyeux, qui restait à la maison pour gérer les factures pendant qu'elle poursuivait ses passions. Un bourdonnement sur la table attira de nouveau ses yeux vers son téléphone. SMS de Monsieur Henderson. Vance, désolé de vous déranger si tard. J'ai vu Evelyne avec un type en veste de cuir plus tôt ce soir. Il chargeait ce petit coffre-fort ignifuge de votre bureau dans une voiture. Est-ce que tout va bien? Je pensais que vous étiez censé être hors de la ville. Vance ferma les yeux un instant. Ils avaient été dans sa maison. Pendant qu'il était sorti dîner, ils avaient été dans son bureau privé pour voler ses documents. Le coffre-fort contenait le titre de propriété de la maison, les bijoux de sa grand-mère et leur certificat de mariage. Il ne se contentait pas de partir. Il le dépouillait entièrement avant même de lui dire au revoir. Il regarda de nouveau son écran. Un autre message apparut. Une synchronisation du dossier des éléments envoyés d'Evelyne. Message instantané d'Evelyne à Nathan. Demain, je lui dis que la maison est à moi selon la loi. Ses valises seront sur le trottoir avant midi. Il est trop faible pour me combattre là-dessus. Nathan, il va juste se recroqueviller et disparaître comme il le fait toujours. Vance se pencha en arrière dans sa chaise, fixant le plafond. Faible, murmura-t-il dans la pièce vide. Elle pense que je suis faible. Il n'était pas un cerveau, et il n'était pas un fantôme vengeur. Il était un homme qui comprenait les systèmes. Il était un homme qui comprenait comment déplacer des actifs d'un point à un point B. Et plus important encore, il était un homme qui se souvenait des petits caractères. Il attrapa son café, maintenant froid, et en prit une lente gorgée. Il ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur portable et le nomma les dissipations. La dépression ne disparut pas, mais elle passa à l'arrière-plan, remplacée par une concentration froide et logistique. Evelyne pensait connaître Vance. Elle pensait qu'il était l'homme qui se recroquevillerait. Mais elle avait oublié une chose. Quand on pousse un homme qui n'a plus rien à perdre, il cesse de s'inquiéter du désordre qu'il fait en partant. Vance commença à taper. Vance à l'avocat Miller. J'ai besoin d'une copie de notre contrat de mariage immédiatement. Portez une attention particulière à la clause sur l'infidélité conjugale et la dissipation des actifs. Ce n'est plus une hypothèse. Nous commençons ce soir. Il observa le traceur GPS sur le VUS loué par l'entreprise qu'Evelyne conduisait. Le point rouge était immobile à un hôtel de luxe du centre-ville. Il connaissait cette voiture. Il connaissait les comptes. Il connaissait les serrures de la porte derrière lui. Tu m'as dit de ne pas te déranger, Evelyne, dit Vance doucement, ses yeux reflétant la lumière bleue du moniteur. Je vais faire exactement ce que tu as demandé. Je vais rester hors de ton chemin, et je vais emporter le sol sur lequel tu te tiens avec moi. Le soleil commença à filtrer à travers les stores du salon, projetant de longues ombres déchiquetées sur le sol. Vance n'avait pas bougé de sa chaise depuis 6 heures. Ses yeux étaient injectés de sang, fixant la piste numérique qu'Evelyne laissait derrière elle, comme un chemin de miettes de pain menant à une falaise. À 7 heures, la porte d'entrée cliqua. Vance ne sursauta pas. Il ne se retourna même pas. Il entendit le son familier des talons d'Evelyne sur le parquet. Un son qui autrefois lui apportait du réconfort, sonnant maintenant comme le tic-tac d'un compte à rebours. Elle entra dans la cuisine en fredonnant un air qu'il ne reconnaissait pas. Elle sentait le savon gratuit de l'hôtel et ce parfum cher. « Oh, tu es levé tôt » dit-elle, sa voix légère, comme si elle n'avait pas écouté son amant se moquer de lui au téléphone quelques heures auparavant. Elle ne le regarda pas, se dirigeant directement vers la machine à expresso. La présentation a duré incroyablement tard. Nous avons fini par devoir faire une session de stratégie de fin de soirée à l'hôtel. J'étais tellement épuisé, je me suis juste effondré dans l'une des suites réservées. Vance tourna enfin sa chaise. Il la regarda vraiment. Elle était belle, mais elle ressemblait à une étrangère portant la peau de sa femme. Était-ce productif? Demanda Vance, sa voix sèche comme du papier de verre. Très, dit-elle en le regardant enfin. Elle s'arrêta, ses yeux se plissant légèrement devant son apparence débraillée. Tu as l'air terrible, Vance. Tu es resté éveillé toute la nuit à travailler sur ces manifestes d'expédition ennuyeux encore? Tu as vraiment besoin de te trouver une vie en dehors de ce bureau. Vance sentit la piqûre, mais il ne le laissa pas paraître.
Il hocha simplement la tête lentement. Je vérifiais juste certains actifs, m'assurant que tout est là où ça doit être. Evelyne laissa échapper une expiration sèche et dédaigneuse. Toujours les actifs. Bref, je vais faire une sieste. Ne me réveille pas. J'ai beaucoup de courses juridiques à faire cet après-midi. Elle passa devant lui, sa main traînant sur le dossier de sa chaise dans un geste creux d'affection. Alors qu'elle disparaissait dans les escaliers, le téléphone de Vance vibra sur ses genoux. Avocat Miller, j'ai examiné le contrat prénuptial. Vous avez été malin d'insister sur la clause de dissipation, Vance. Dans cet état, si un conjoint utilise des fonds matrimoniaux pour faciliter une liaison, hôtel, cadeau, voyage, c'est considéré comme une violation du devoir fiduciaire du mariage. Plus important encore, la section 4C stipule que si une partie tente de soustraire subrepticement des actifs matrimoniaux, comme un coffre-fort, en conjonction avec un acte d'infidélité, elle renonce à sa créance sur la résidence principale. Envoyez-moi les preuves. Vance prit une profonde inspiration. Il sentit une vague de nausée suivie d'une résolution froide et stable. Il n'était pas un homme faible. Il était un homme méticuleux. Il passa les 3 heures suivantes à tout documenter. Il fit des captures d'écran du dîner à $1 500. Il téléchargea les journaux GPS du VUS montrant qu'il était garé à l'hôtel pendant 8 heures. Il enregistra le texto du voisin à propos du coffre-fort. Puis il fit quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé faire. Il chercha des informations sur Nathan. Cela ne prit pas longtemps. Nathan n'était pas un investisseur de haut vol. Selon les registres publics et une recherche rapide des documents judiciaires locaux, Nathan était un consultant avec un historique de poursuite pour de petites créances et un avis d'expulsion en attente d'un complexe d'appartements de milieu de gamme de l'autre côté de la ville. C'était un prédateur qui avait trouvé une femme avec un mari stable et à revenus élevés et l'avait convaincu qu'il était l'excitation qui lui manquait. Vance à Monsieur Henderson. Merci pour l'avertissement, Pet. Pourrais-tu me rendre un immense service? Si tu les vois revenir pendant que je suis au travail, pourrais-tu vérifier s'ils ramènent le coffre-fort? Je veux juste savoir si je dois appeler la police pour un vol ou si c'est une affaire domestique. Musique de Monsieur Henderson avance. Je surveille. Aucun signe du coffre-fort pour l'instant. Je viens de la voir repartir il y a 10 minutes dans votre VUS noir. Ce type était sur le siège passager. On aurait dit qu'il se dirigeait vers la banque. Vance vérifia son ordinateur portable. Effectivement, une notification apparut. Evelyne essayait d'accéder à leur compte d'épargne joint, celui destiné à leur futur fonds pour la maison. Alerte bancaire. Tentative de retrait de $25 000. Statut en attente. Nécessite une autorisation secondaire. Les doigts de Vance planèrent au-dessus du clavier. Son cœur s'emballait. C'était le moment. Il pouvait tout arrêter, la supplier de rester, lui demander pourquoi, mais il se souvint du rire froid. Il se souvint d'elle disant à Nathan qu'il était trop faible pour se battre. Il cliqua sur refuser pour le retrait. Puis il alla dans les paramètres de gestion des cartes. Il ne ferma pas les cartes. S'il les fermait, elle le saurait immédiatement. Au lieu de cela, il fixa une limite de dépenses quotidiennes sur sa carte principale à exactement $1. Il appela ensuite la société de location pour le VUS. Oui, c'est Vance. Je suis le titulaire principal du bail pour le VUS noir plaque se terminant par 882. Je dois signaler une utilisation potentiellement non autorisée. Non, ne le signalez pas encore comme volé. Je veux activer la fonction de désactivation du moteur à distance pour ce soir à 22 heures. Pouvons-nous programmer cela? Oui. Merci. La logistique de sa vie était démantelée et réorganisée. Il avait l'impression de regarder une maison brûler tout en sortant calmement les meubles par la porte de derrière. Vers 14 heures, il reçut une série de textos frénétiques d'Evelyne. Evelyne, pourquoi la banque me bloque? J'essaie de déplacer de l'argent pour un investissement. Appelle-les et règle ça maintenant. Evelyne, Vance, réponds-moi. Je suis à la banque et ils agissent comme si j'étais une criminelle. As-tu changé quelque chose? Vance attendit 10 minutes avant de répondre. Vance, désolé, je suis dans une énorme réunion. Le système signale peut-être les gros retraits en raison de l'activité inhabituelle dernièrement. Je regarderai ça en rentrant ce soir.
Utilise juste ton Amex pour l'instant. Il savait qu'elle le ferait. Et il savait que l'Amex était celle directement liée au compte professionnel, celle couverte par la clause de dissipation du contrat prénuptial. Chaque dollar qu'elle dépensait maintenant était un clou de plus dans le cercueil de sa prétention sur leur maison. L'après-midi s'éternisa. Vance quitta le travail plus tôt. Il ne rentra pas chez lui. Il alla chez un serrurier local et une société de sécurité privée. « J'ai besoin d'un changement complet de serrure à 21h ce soir », dit Vance au serrurier. « Et je veux de gardes de sécurité postés au périmètre pendant 24 heures à partir de 21h30. » Le serrurier le regarda avec un mélange de pitié et de compréhension. « Une affaire compliquée, hein ?» Vance se contenta de regarder l'homme. « Je m'assure simplement que l'environnement reste stable, » dit-il, utilisant son jargon d'entreprise pour masquer le fait que son cœur hurlait. Alors que le soir tombait, Vance retourna dans son salon calme et sombre. Il n'alluma pas les lumières. Il s'assit au même endroit où il avait commencé. Il regarda le point GPS se déplacer. Il allèrent dans une bijouterie haut de gamme. Il allèrent dans un bar à champagne. À 21h15, il reçut la notification qu'il attendait. Alerte Amex. Dépense de 4200 $ chez Diamond Roger Weller. Refusé. Limite dépassée. Vance se pencha en arrière. Il pouvait presque l'entendre crier de l'autre côté de la ville. Son téléphone se mit à sonner. Evelyne. Il l'ignora. Il sonna de nouveau, le numéro de Nathan. Il l'ignora aussi. Puis vint le dernier texto d'Evelyne avant que la vraie tempête ne commence. Evelyne, je ne sais pas à quel jeu tu joues, Vance, mais c'est fini. Je rentre à la maison et j'amène Nathan. Nous prenons mes affaires et nous prenons le coffre-fort. Ne sois pas là quand nous arriverons. J'ai déjà appelé un avocat. La maison est à moitié à moi et je reste. Vance regarda l'heure. 21h45. Les serruriers étaient déjà à la porte. Les gardes de sécurité arrivaient dans l'allée. Tu as raison sur une chose, Evelyne, murmura Vance aux ombres. C'est fini. Le son de la perceuse électrique contre la porte d'entrée était un cri mécanique strident qui résonnait dans le hall, mais pour Vance, cela ressemblait à une symphonie. Chaque tour de vis, chaque clic métallique d'un nouveau pêne dormant installé était une couche d'armure qui le remettait autour de sa vie. Il était 21h20. Le serrurier, un homme costaud nommé Dave, essuya la sueur de son front et tendit à Vance un lourd trousseau de clés en argent. C'est du grade haute sécurité, monsieur Vance. Personne ne passera à travers ça sans un bélier ou une invitation. Vous voulez que je fasse aussi les portes coulissantes arrière et la porte latérale du garage? Tout, Dave, dit Vance, sa voix ferme. Je veux que les anciennes clés ne soient plus que de la ferraille. Dehors, dans l'ombre de l'allée, deux hommes en gilet tactique sombre sortirent d'un VUS noir. Ils étaient de Shield Point Security. Ils n'étaient pas là pour être agressifs. Ils étaient là pour être un mur. Vance les rejoignit sur le porche. L'air frais de la nuit lui frappait le visage. Pour la première fois depuis des mois, le poids écrasant de sa dépression ne semblait pas être du plomb. Il semblait être de l'acier froid et affûté. « Nous sommes prêts, monsieur », dit le garde principal, Mike. Le périmètre est sécurisé. Si les parties non autorisées arrivent, nous les informerons qu'elles empiètent sur une propriété privée et proposerons d'appeler la police pour arbitrer leur départ. Vance hocha la tête. Merci. Attendez juste mon signal. Je veux qu'ils m'entendent d'abord. Il retourna à l'intérieur et s'assit à son îlot de cuisine. Il ouvrit son ordinateur portable une dernière fois. Le GPS du VUS noir, celui qu'Evelyne utilisait, était actuellement à un feu rouge à 3 miles de là. Soudain, l'icône cessa de bouger. Ce n'était pas à un feu. C'était au milieu d'un boulevard animé. L'horloge marqua 22 heures. La commande de désactivation à distance avait été exécutée. Son téléphone se mit à vibrer presque instantanément. C'était un bourdonnement frénétique et incessant sur le comptoir en marbre. Evelyne, Vance, la voiture vient de s'éteindre. Elle est en panne au milieu de la circulation. Que as-tu fait? La direction est bloquée. Décroche le téléphone. Evelyne, les gens klaxonnent. Nathan essaie de la démarrer, mais rien ne fonctionne.
Vance, réponds-moi. Vance regarda les messages défiler. Il ne ressentit pas la vague de culpabilité à laquelle il s'attendait. Il ressentit une étrange curiosité détachée, comme un observateur regardant une expérience. Il attendit 5 minutes avant de taper une réponse. Vance, c'est étrange. Je t'ai dit que le système signalait une activité inhabituelle. C'est une fonction de sécurité pour le bail de l'entreprise. Si les comptes sont signalés pour fraude, comme par exemple des achats de bijoux de 4 000 $ qui ont été refusés, le véhicule se désactive automatiquement pour empêcher le vol. Tu devrais probablement appeler un Uber ou mieux encore, demander à Nathan de payer pour une dépanneuse. La réponse fut un flot de vitriol. Evelyne, espèce de perdant pathétique à l'esprit étroit. Tu trouves ça drôle? Nous avons dû laisser nos sacs dans le coffre. Nous sommes sur le trottoir comme des sans-abri. J'arrive là-bas et tu as intérêt à ce que les portes soient ouvertes. J'en ai fini avec tes jeux de logistique. Nathan, écoute-moi bien, tu joues avec le feu. Tu penses que quelques blocages bancaires et une voiture en panne font de toi un homme. Nous arrivons à la maison. Je sais où est le coffre-fort, et je connais la loi. Tu ne peux pas enfermer une femme hors de sa propre maison. On se voit dans 20 minutes. Vance ne répondit pas à Nathan. Il n'en avait pas besoin. Il se rendit à son bureau, celui qu'ils avaient perquisitionné plus tôt, et regarda l'endroit vide où se trouvait son coffre-fort ignifuge. Il imagina Nathan l'ouvrant avec un pied de biche, espérant y trouver de l'or ou des titres de propriété, pour ne trouver que les dossiers que Vance avait déjà déplacés des semaines auparavant, lorsqu'il avait soupçonné quelque chose pour la première fois. Il se dirigea vers la porte d'entrée, portant un petit haut-parleur Bluetooth. Il le posa sur la rampe du Porsche. Il vérifia sa montre. 22h28. Une dépanneuse jaune vif entra dans la rue, suivie de près par une élégante voiture de VTC. La dépanneuse avait le VUS noir accroché, un véhicule que Vance avait déjà signalé comme récupéré à la société de location. Le VTC s'arrêta au bord de sa propriété, bloqué par le véhicule du garde de sécurité. Evelyne sortit de la voiture la première, sa robe émeraude était froissée, ses cheveux ébouriffés par le vent sur le boulevard. Derrière elle, Nathan émergea, ressemblant moins à un consultant confiant qu'à un gamin frustré. Il portait une veste en cuir cher que Vance reconnut de la facture Amex. « Écartez-vous » hurla Evelyne au garde de sécurité. « Je vis ici. C'est ma maison. »« Madame, le propriétaire de la propriété a révoqué votre accès, » dit calmement Mike, les bras croisés sur sa poitrine. « Nous avons reçu l'ordre de garder les lieux dégagés. »« Le propriétaire ? » ?»« Je suis la propriétaire. Je suis sa femme. » Vance sortit sur le porche, la lumière du hall l'encadrant. Il les regarda de haut depuis l'entrée surélevée. Il sentit une lueur de l'ancien Vance, celui qui voulait s'excuser pour le désordre. Mais ensuite il se souvint de l'enregistrement. Il se souvint d'elle riant de sa prévisibilité. « Vance !» cria Evelyne, se dirigeant d'un pas lourd vers le bord de l'allée. « Dis à ces gorilles de bouger. Tu as perdu la tête. Tu ne peux pas faire ça. La voiture, les cartes, les serrures. Je t'aurai au tribunal lundi matin. » Vance ne cria pas en retour. Il n'en avait pas besoin. « Je suis juste le plan, Evelyne, » dit-il, sa voix portant clairement dans la nuit calme. « Celui dont toi et Nathan étiez si excités. Tu voulais une nouvelle vie, non? Tu voulais m'effacer de ton avenir. » Nathan s'avança, essayant de paraître intimidant. « Tu es une blague, Vance. Tu penses qu'un contrat prénuptial te protège d'une division en union de fait d'une résidence principale? J'ai vu le coffre-fort. Nous avons les documents. » Vance sourit, un petit sourire fatigué. « Le coffre-fort que tu as volé dans mon bureau, celui contenant le titre de propriété. Tu devrais vérifier ça à nouveau, Nathan. Ou mieux encore, vérifier la loi sur la dissipation des actifs. Chaque dollar qu'Evelyne a dépensé pour toi ces dernières 48 heures. L'hôtel, cette veste que tu portes, le dîner à 1500 $, tout est documenté en vertu de la section 4C de notre accord, qu'Evelyne a signé volontairement. Cela constitue une violation matérielle du contrat de mariage. » Le visage d'Evelyne devint pâle. « De quoi parles-tu ? » Je parle du fait que tu n'as pas seulement triché, Evelyne. Tu as essayé de liquider notre vie avant même de partir. Ce n'est pas un divorce.
C'est du vol. Et la loi a une manière très spécifique de traiter les gens qui essaient de voler le sol sur lequel ils se tiennent. Vance se pencha et appuya sur play sur le haut-parleur Bluetooth. Le quartier était calme, ce qui rendait l'audio incroyablement net. C'était l'enregistrement de l'appel de tout à l'heure. Oh, Vance, quelle coïncidence. Nous parlions justement de toi. Elle est occupée à t'effacer de son avenir. Ne nous dérange pas. Puis le son du rire moqueur d'Evelyn emplit la rue. C'était fort, discordant, et indéniablement le sien. Les lumières des voisins commencèrent à s'allumer. Monsieur Henderson se tenait à sa fenêtre avant, observant. « Je fais juste ce que tu as demandé, Evelyn, » dit Vance alors que l'enregistrement revenait en boucle sur son rire. « Je ne te dérange plus. Mais tu ne peux pas vivre dans la maison que j'ai payée pendant que tu ris de l'homme qui l'a construite. » Evelyn regarda autour d'elle le public grandissant de voisins, les gardes de sécurité et la porte froide et verrouillée de la vie qu'elle pensait pouvoir simplement jeter. L'homme faible dont elle s'était moquée avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait enfin terminé la logistique de sa propre survie. L'enregistrement du rire d'Evelyn continuait de retentir depuis le haut-parleur, un son déchiqueté et moqueur qui semblait fendre l'air humide de la nuit. Evelyn se tenait au bord de l'allée, son visage un masque de fureur humiliée. Les voisins ne se contentaient plus de regarder derrière leurs rideaux. Certains étaient sortis sur leur porche, leurs silhouettes illuminées par des lumières de Porsche jaunes, témoins de la chute de la femme qui avait toujours joué le rôle de l'épouse de banlieue parfaite. Nathan fit un pas vers le porche, le torse bombé d'une manière que Vance reconnut comme un bluff. « Écoute, petit employé de bureau », cracha Nathan en pointant un doigt vers Vance. « Tu te crois malin avec ton petit haut-parleur et tes hommes de main. J'ai ce coffre-fort. J'ai les titres de propriété. J'ai le levier. Nous allons à la police, et quand nous aurons fini, ce sera toi qui seras sur le trottoir. » Vance ne broncha pas. Il plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone, le pouce planant au-dessus de l'écran. « Tu n'arrêtes pas de mentionner le coffre-fort, Nathan. Je suppose que tu as réussi à l'ouvrir puisque tu es si confiant à propos des titres à l'intérieur. » Evelyn regarda Nathan, ses yeux écarquillés d'un doute soudain et fugace. « Nous ne l'avons pas encore ouvert, » balbutia-t-elle, sa voix perdant de son tranchant. « Mais je sais ce qu'il y a dedans. Notre vie est là-dedans. »« Non, Evelyn, » dit Vance, sa voix tombant à un murmure bas et froid. « Ton ancienne vie était là-dedans. J'ai déplacé les vrais titres et les bijoux dans un coffre-fort de banque il y a 3 semaines, le jour où j'ai trouvé le premier reçu pour un dîner pour 2 dans un endroit où tu m'avais dit être allé avec les filles. Ce qu'il y a dans ce coffre-fort en ce moment, c'est une collection de chaque relevé de carte de crédit des 3 derniers mois surlignés en rouge, ainsi qu'une copie de l'avis d'expulsion que Nathan a reçu pour son appartement il y a 4 jours. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La bravade de Nathan s'évanouit instantanément. Il baissa les yeux vers ses pieds, la veste en cuir qu'il avait achetée avec l'argent de Vance paraissant soudain beaucoup trop grande pour lui. « Quoi ?» murmura Evelyn en se tournant vers Nathan. « Tu te fais expulser ? Tu m'as dit que tu regardais des pantouses pour nous. Tu as dit que tu étais un investisseur providentiel. Je suis un investisseur dans le potentiel, Evelyn, » marmonna Nathan, sans la regarder dans les yeux. Vance vérifia sa montre. Il est 22h45. Selon le suivi de l'application de livraison que j'ai utilisée, tes affaires devraient juste être arrivées chez Nathan. Je ne voulais pas que tu sois sans tes affaires, alors j'ai fait venir une équipe d'emballage professionnelle pendant que tu étais à ta présentation cet après-midi. Ils ont été très minutieux. Ils ont même emballé tes chaussures émeraude préférées. SMS Delivery Pro, les 14 boîtes ont été livrées dans le couloir du 402 Oak Street. Le destinataire n'était pas à la maison, mais le gérant de l'immeuble nous a laissé les laisser près de la porte. Tâche terminée. Vance tourna l'écran du téléphone vers Evelyn pour qu'elle puisse voir la photo de ses valises de créateurs empilées dans un couloir sale et faiblement éclairé d'un immeuble d'appartements délabré. « Tu ne peux pas faire ça. » Evelyn se mit à sangloter, la rage se brisant enfin en désespoir. « Vance, s'il te plaît. C'est ma maison. Nous pouvons en parler. Nathan, il n'est rien. C'était une erreur. Je m'ennuyais juste. Je ne le pensais pas. » « Tu pensais chaque mot de ce rire, Evelyn, » interrompit Vance. « Tu le pensais quand tu lui as dit que j'étais trop faible pour me battre.
Tu le pensais quand tu as utilisé la carte de mon entreprise pour lui acheter des bijoux. Et parce que tu le pensais, la clause d'infidélité et de dissipation des actifs de notre contrat prénuptial est maintenant pleinement active. Mon avocat a déjà déposé l'injonction d'urgence. Tu as officiellement dépensé toute ta part du capital matrimonial en une seule soirée très coûteuse. Evelyn se jeta vers les escaliers, mais Mike, le garde de sécurité, se plaça fermement sur son chemin. Il ne la toucha pas. Il se tenait simplement là, comme une montagne. « Madame, s'il vous plaît, ne faites pas de cela une affaire de police, » dit fermement Mike. « C'est déjà une affaire de police, » ajouta calmement Vance. « J'ai déposé une plainte pour le vol du coffre-fort et l'utilisation non autorisée du véhicule de l'entreprise. La police vous attend à l'appartement de Nathan pour récupérer le coffre-fort. Je vous suggère d'y aller maintenant. Si vous restez ici, je devrais porter plainte pour violation de propriété. » Nathan reculait déjà vers la rue, cherchant la voiture de VTC avec laquelle ils étaient arrivés. Il ne voulait rien savoir d'un rapport de police. Il ne regarda même pas en arrière vers Evelyn. « Nathan, où vas-tu » hurla-t-elle. « Je dois m'occuper de cette histoire d'expulsion, Evie, » balbutia-t-il, son personnage d'alpha complètement désintégré. « Je t'appellerai, d'accord ?» Il plongea pratiquement à l'arrière d'un taxi qui passait, laissant Evelyn seule au milieu de la rue sous la lueur critique des lampadaires du quartier. Elle regarda Vance, son visage strié de mascara, sa robe chère ressemblant à un chiffon. « Tu vas vraiment me laisser sans rien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je te laisse avec exactement ce que tu as demandé, » répondit Vance. « Une nouvelle vie sans que je te dérange. Tu as $1 sur ta carte, assez pour un ticket de bus. Utilise-le à bon escient. » Vance se retourna et rentra dans la maison. Il l'entendit crier son nom, frapper l'air de ses poings jusqu'à ce que finalement le son d'une voiture s'éloignant signale son départ. Il entra dans la cuisine et s'assit. La maison était calme, vraiment calme, pour la première fois depuis des années. Plus besoin de se demander où elle était, plus besoin de sentir le poids de ses mensonges. Il ressentit une étrange sensation de vide dans sa poitrine. Un mélange de l'ancienne dépression et d'une nouvelle et terrifiante liberté. Il n'était pas un héros. Il était juste un homme qui avait reconquis sa propre vie. Son téléphone vibra sur le comptoir. Une dernière notification. Alerte Amex. Solde du compte se terminant par 4492, $1. Accès principal révoqué. Utilisateur secondaire supprimé. Vance regarda le message pendant un long moment. Puis il tendit la main et éteignit la lumière de la cuisine. Il monta à l'étage, passa devant la chambre d'amis vide où se trouvaient autrefois ses cartons, et entra dans son bureau. Il s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et commença une nouvelle feuille de calcul. Celle-ci n'était pas pour la logistique ou l'expédition. Elle était intitulée Jour 1. Il prit une gorgée de son eau, se pencha en arrière dans sa chaise et regarda le lever du soleil par la fenêtre. Il n'était plus l'homme qui se recroquevillait et disparaissait. Il était l'homme qui restait. Le silence n'était plus lourd. Il était paisible. Cette histoire est un puissant rappel que le silence n'est pas une faiblesse. C'est souvent le signe que quelqu'un observe tout. À mon avis, l'approche logique de Vance était la justice ultime. Il ne s'est pas abaissé à leur niveau. Il a simplement cessé de soutenir une vie qui ne le respectait plus. Cela montre que la loyauté est une voie à double sens. Qu'en pensez-vous? La vengeance froide et calculée de Vance était-elle justifiée, ou est-il allé trop loin?